Bonjour à tous et bienvenue pour ce direct. Aujourd'hui, on va retrouver Anne-France Huré pour parler de comment surmonter une rupture. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous. J'espère que vous serez nombreux pour ce direct qui est sur la rupture. On va accueillir directement Anne-France Huré. Donc je vous rappelle que je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. Je donne la parole justement aux psychologues et professionnels du site. Alors, on va rejoindre tout de suite Anne-France Huré pour ce direct. Ah, bonjour ça marche Anne-France. bien. Oui, ça va. Bonsoir. Donc c'est parfait. Comment ça va? Tu m'entends bien? Vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Oui, oui. Ah bah super. Alors, Super. comment ça va en ces Bonsoir temps à tous. d'incertitude? Ça va bien, petit à petit, au quotidien, jour après jour, on s'adapte à l'actualité. Exactement, exactement. Donc, on est là ce soir pour parler de comment surmonter une rupture. Mais du coup, Anne-France, je vais te laisser te présenter 5 petites minutes avant, s'il te plaît. Oui, alors je m'appelle Anne-France Huré, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes où je reçois dans mon cabinet aussi je propose des téléconsultations. D'accord, super. Merci Anne-France. Donc aujourd'hui, on va parler de la rupture et plus précisément de comment surmonter une rupture. Alors d'abord, Anne-France, est-ce que tu peux nous aiguiller sur pourquoi ça fait si mal une rupture déjà? Alors en fait, une rupture, ça fait si mal parce que qui dit rupture dit perte. Et en fait, quand il y a la perte, c'est comme quand on perd un être cher, en fait, la perte d'une personne qu'on a aimée, qu'on aime encore, quand du jour au lendemain elle est plus là, c'est source de souffrance. C'est pour ça qu'on a tant mal quand il y a justement une rupture amoureuse. D'accord. Merci Anne-France. Du coup, par quelle phase on va passer lors d'une rupture? Alors, combien il y a de phases déjà et quelles sont Voilà. ces différentes phases? Alors moi j'ai compté, je vérifie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai compté 7 de phases. D'accord. Après, en fonction de chaque psychologue, il y en a peut-être qui vont en compter un petit peu plus, d'autres un petit peu moins. Chacun a sa perception des choses par rapport au deuil. C'est vrai qu'il y a pas mal de similarités entre le deuil d'un être cher qu'on a perdu suite à une maladie et D'accord. suite à une rupture amoureuse. Alors, en fonction, c'est au cas par cas. Il y a même souvent le choc émotionnel. Le choc émotionnel, il y est surtout quand, par exemple, l'un des deux partenaires décide du jour au lendemain de quitter l'autre. Il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'anticipation, et c'est vrai qu'il y a des ruptures qui sont assez violentes comme ça. Donc, plus la rupture est violente, plus le choc émotionnel est fort. D'accord. Après, c'est pour ça que je dis au cas par cas, il peut y avoir aussi des ruptures où petit à petit, le couple s'est rendu compte qu'il commençait à s'aimer de moins en moins. Donc, ça va être une rupture d'un commun accord. Donc là, ils sont au même stade. Donc là, le choc émotionnel ne sera pas présent parce qu'il y aura déjà eu une préparation. Il n'y aura pas de D'accord. surprise. Effectivement. Mm. Ça sera différent. C'est pour ça vraiment chaque rupture est différente là-dessus. Mais je nomme néanmoins toutes les étapes du deuil de la rupture amoureuse. Après, il D'accord. y a le déni. Le déni, en fait, c'est le refus de la réalité. Donc, la personne qui est quittée, par exemple, elle va faire effectivement comme si, elle n'avait pas été quittée, comme si rien ne changeait du jour au lendemain. Et en fonction des personnes, le déni peut durer plus ou moins longtemps. Et après, moi aussi, je parlerai du déni par rapport à la personne qui quitte l'autre. Parce qu'en fait, souvent, les personnes ont tendance à penser que la personne qui va quitter l'autre, elle a le rôle le plus facile. Mais c'est loin d'être évident de quitter l'autre. Oui. Parce que la personne qui quitte l'autre parce qu'elle sait que ça ne va plus mais qu'elle aime toujours, c'est très difficile. Et en fait, cette personne, généralement, qu'elle va quitter l'autre, elle va essayer de minimiser la rupture pour essayer d'avoir le moins de souffrance possible. Donc, quelque part, c'est aussi une forme de déni. D'accord. Elle va avoir l'impression que finalement, son deuil sera peut-être plus facile que l'autre. Mais c'est pas toujours le cas. Donc D'accord. là, je parle aussi de ce déni-là pour l'autre, la personne qui quitte l'autre, parce que c'est quand même, il est quand même présent, néanmoins. Oui. Et j'imagine aussi qu'on peut ressentir peut-être un sentiment de culpabilité aussi à quitter l'autre. Et oui, oui, ça arrive aussi, bien sûr, hein. C'est la personne en fait qui décide de quitter l'autre. Elle réfléchit sur pas mal de choses, pas mal de points qui ne vont plus dans le couple, et à un moment donné, elle prend la décision. Après, la culpabilité, elle y est aussi surtout quand en fait, ça peut être une rupture.
une rupture suite à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Des deux côtés, par exemple, il y a un couple qui vit plein d'émotions, plein d'événements difficiles, et il y en a un des deux qui va quitter l'autre à cause de tous ces événements. Mais il y a toujours de l'amour. Donc là, elle quitte en aimant l'autre, et après, au fil des mois, elle réalise que finalement, l'amour est toujours là et qu'elle aurait pas dû la quitter. Mais l'autre, en entendant, elle a refait sa vie. Ouais. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. Ouais. Après, il y a une plus ou moins longue période de tristesse qui arrive à tout le monde. Et en fait, comme je l'avais dit la dernière fois, hein, quand j'avais fait le direct sur le deuil d'un être cher, c'est que il faut apprendre à accepter toutes ces émotions. Et en fait, si vous voulez, chaque personne là-dessus est différente. Il y a des personnes qui arrivent facilement à accepter leurs émotions. Il y en a d'autres qui n'ont pas l'habitude. Donc, pour ces personnes, ça sera plus long. Parce qu'elles vont refouler toutes les émotions. Et oui. attention, elles vont être plus longtemps dans le déni. Elles vont faire comme si tout allait bien, comme si elles géraient la situation, elles veulent garder le contrôle. Donc, les émotions, c'est comme si elles passaient dans le cerveau et qu'elles repartaient aussitôt. Mais à un moment donné, ces personnes-là, elles craquent. Et là, c'est là, du jour au lendemain, il y a cette longue période de tristesse qui va arriver soudainement et qui va durer longtemps. Donc vraiment, pour toutes les personnes, après, j'essaie d'avoir le sourire parce que même si le sujet est triste, j'essaie quand même d'être agréable. C'est vrai que pour toutes les personnes qui vivent une rupture amoureuse, et je redis encore une fois, hein, acceptez vraiment vos émotions. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de pleurer. Ensuite, il y a une autre étape, c'est la colère. Vous avez le droit aussi d'être en colère. La colère, il y a deux sortes de colère. Il y a la colère qui est tournée vers l'autre. Par exemple, si vous avez été quitté, vous êtes très en colère après l'autre. Donc là, moi, ce que je suggère, c'est d'essayer de noter tous les éléments, même en lien avec la tristesse, les éléments en lien avec la colère, de noter ça sur un cahier, un journal de bord. Vous notez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez sur le cœur. Ça va permettre justement de poser vos émotions quelque part. C'est quelque chose vraiment qui est très utile. Après, la colère, elle est aussi tournée vers soi. Par exemple, la personne, elle va se dire, si j'avais su, j'aurais dû. J'ai pas assez. Et c'est là où il y a une fragilité au niveau de l'estime de soi, où c'est là la personne, elle va chuter parce elle va tellement se culpabiliser que du coup, son estime de soi va chuter de plus en plus. Parce qu'elle va se dénigrer de plus en plus. Et c'est là, en fait, si vous voulez, dans cette période-là, en fait, entre la tristesse, la colère, c'est là où généralement la personne, elle veut s'isoler. Et finalement, je sais pas ce que tu en penses, toi, ça se comprend, c'est normal d'avoir besoin d'être dans sa bulle de protection, mais à un moment donné, il faut pas rester trop longtemps dans cette bulle, parce qu'on littéralement, on ne répond plus au téléphone. Il y a même des personnes qui se mettent en arrêt de maladie, donc c'est l'isolement total. Et de sortir de cet isolement, ça sera plus difficile. Donc je pense que là, j'en parle souvent dans les directs, essayez de faire la juste dose. Ayez du temps pour vous, pour écrire vos émotions, pour pleurer, pour faire de la sophrologie, faire du sport pour évacuer cette colère. Et après, à petite dose, essayez de voir un peu de monde la semaine et un petit peu le week-end. Voilà, en fonction de l'actualité aussi toujours. D'accord. Oui, oui. Avoir la décision de ce soir, effectivement, mais oui. Effectivement, mais oui, je pense que ça peut être compliqué finalement je pense que les personnes dans ces moments-là ont tellement un besoin de revenir à soi, que finalement après s'ouvrir aux autres, enfin, aller vers l'autre, c'est peut-être pas forcément une évidence dans ce moment-là, mais effectivement, c'est quelque chose à faire petit à petit, quoi. Tout à fait. Et puis après, c'est vrai que les personnes, en fait, elles ont du mal aussi à aller vers les autres parce qu'en fait, elles se posent ces questions, par exemple, oui, mais si je parle à mon amie, elle va pas me comprendre parce qu'elle n'est pas dans la même situation, parce qu'elle a jamais vécu, ou bien c'était pas la même rupture. Donc en fait, la personne, elle est pleine de pensées intrusives qui l'inhibent de plus en plus. Au lieu de s'ouvrir, elle va se fermer de plus en plus. Donc finalement, elle reste dans une passivité et elle reste dans sa bulle. Mais à un moment donné, et tant mieux d'ailleurs, à un moment donné, les personnes sortent de leur bulle, sont dans l'action et vont s'ouvrir de nouveau au monde. C'est comme ça que petit à petit, elles avancent dans ce deuil à faire de la rupture amoureuse. Après, ça, c'est vrai que moi, j'en parle. Je ne sais pas les autres psychologues si elles en parlent. Je trouve que c'est important aussi le pardon. Le pardon, avant de passer à l'acceptation, c'est vraiment une étape qui est importante. Pardonner à l'autre. Après, je sais que souvent on me dit, hein, je sais pas toi si tu l'entends, mais souvent on me dit que le pardon, c'est très difficile de pardonner. Je comprends, hein,
Alors, j'ai beaucoup, justement, moi, je suis souvent étonnée et je me considère pas du tout au-dessus des autres, tout ça, mais la plupart des gens estiment que on pardonne, quand on pardonne surtout à l'autre, en fait, mais on pardonne déjà à soi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, en fait. On pardonne Mm. aussi pour soi parce comment, on s'empêche de vivre ces sentiments négatifs, ces sentiments pas négatifs, mais ces mauvais finalement sentiments ou qui nous empêche d'être nous-mêmes, d'être au Ouais, mieux. Et donc finalement, c'est à soi déjà qu'on se pardonne plutôt qu'à tout à l'autre fait. déjà. Et Tout à ça, il y a fait. beaucoup de personnes qui ne le comprennent pas déjà, je pense, de C'est vrai que base. c'est vrai que c'est pardonner à l'autre et pardonner à soi surtout. Et c'est comme ça en fait que plus vous allez passer par cette étape et vous pardonner, plus en fait votre estime de vous-même elle va remonter. Parce que du coup, Mm. vous allez plus avoir la petite voix dans votre tête qui va vous dénigrer, qui va vous dire t'as pas fait telle et telle chose, c'est pour ça, tu es responsable, c'est ta faute. Le jugement il va être de moins en moins présent parce que vous allez remonter au niveau de l'estime de vous-même quand vous allez vous pardonner. Et vous avez le droit de vous pardonner comme vous allez pardonner l'autre. C'est normal. Et ça, c'est Tout tout à fait. un travail, en fait. Et là, c'est une étape aussi que pour moi qui est importante, c'est l'introspection. En fait, quand il y a une rupture amoureuse, on fait ce travail d'introspection. Et dans ce travail-là, effectivement, le pardon a toute sa place. Et après, c'est là où ça serait bien pour les personnes qui vivent cette rupture amoureuse de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pour la prochaine histoire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux surtout plus. Et là, quand vous êtes dans cette étape-là, que vous commencez à remonter la pente, à avoir une meilleure estime de vous-même, c'est là où vous allez prendre conscience de pas mal de choses. Parce que dans la rupture, il n'y a pas un qui est responsable, l'autre qui n'est pas du tout responsable. Tous les deux sont responsables d'une rupture. Donc en fait, c'est voir de votre côté, vous, qu'est-ce qui allait dans le couple et qu'est-ce qui n'allait plus. Qu'est-ce qui vous Mm. manquait le plus. Pour la prochaine relation, vous dire, bon ben, avant de me lancer, de me jeter dans une autre histoire d'amour, avant, je vais essayer de questionner, de voir un petit peu la personnalité de l'autre avant de me jeter dans ses bras. Voilà, c'est là où l'introspection a toute sa place aussi. Tout Je sais à pas ce fait. que tu en penses là-dessus. Si, bah, tout à fait. Bah, de toute façon, finalement, dans toute situation de la vie, on devrait avoir quand même une certaine Tout à fait, introspection. Donc, suite à une rupture, d'autant plus, effectivement. tout à fait. Et donc là, on arrive à l'acceptation, et c'est quand on arrive à l'acceptation que là, on peut justement, c'est une forme, je dirais aussi de renaissance, on avance dans la vie, c'est là où on a envie d'avoir d'autres projets. Il y a même des personnes après une rupture amoureuse qui vont arrêter leur travail, qui vont faire une formation, changer de travail. Hein. Il y a un bouleversement en fait qui, après une forme de résilience où les personnes se disent bah tiens, pourquoi une prise de conscience, pourquoi je fais ce travail, j'ai peut-être envie de changer, de faire autre chose. Ça peut être aussi une nouvelle activité hein, en fait. Hein. C'est le tout, c'est d'être dans ces projets à venir, de n'être plus dans le passé, d'avoir tourné la page à cette histoire d'amour. D'accord. Et d'ailleurs, on a alors un petit commentaire d'une personne qui nous dit que ces questions arrivent trop tard. Alors, est-ce que finalement ces questions elles arrivent trop tard? Non, pas forcément, puisque on peut même se questionner des mois, des années après une relation et se remettre en question pour Oui, voilà, avancer. parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des personnes qui font leur deuil au bout de 6 mois. Il y a des personnes qui font leur deuil au bout de 2 ans, au bout de 3 ans. C'est vraiment propre à chacun. Hmm. Il y a des personnes, par exemple, qui vont mettre même 3, 4 ans avant de se relancer dans une autre histoire d'amour, parce que le travail d'introspection prend du temps. Par exemple, une personne qui reste dans le déni pendant 1 an, elle va pas faire un travail sur elle. La personne qui Oui. se met à fond dans son travail, c'est une autre stratégie, mais c'est pas bon non plus parce que du coup, en étant à fond dans son travail, elle va pas faire ce travail d'introspection. Et en fait, c'est humain si vous voulez, parce que les personnes, en fait, quand on fait un travail sur soi, on travaille avec sa propre souffrance. Et tout le monde n'a pas envie, en fait, de passer par ce cap-là. C'est C'est pour ça que, jamais, c'est jamais très plaisant, on va dire. voilà, c'est ça, quoi. C'est pas très confortable. Je comprends que c'est pas évident. Après, dites-vous que si vous le faites pas, ça va durer dans le temps et le deuil sera plus long. C'est pour ça Effectivement. qu'effectivement, ces questions-là peuvent arriver des années plus tard. Mm, mm. Et d'ailleurs, c'est des choses qui arrivent souvent dans plein de domaines de notre vie, faire l'autruche. Et du coup, Ouais. alors, Anne-France, est-ce que tu peux nous dire comment on peut faire le deuil d'une relation? Alors moi j'avais noté déjà prendre son temps, ne pas être pressé que ça se passe parce qu'il y a des personnes des fois qui ont tendance à penser bon bah c'est bon de toute manière c'est fini, c'est comme ça, c'est pas autrement, dans une semaine je vais refaire ma vie. Non, ça se passe pas comme ça, il faut vous laisser le temps. Il faut pas vous mettre la pression. Et ça c'est important de respecter de vous respecter vous-même, de respecter votre propre rythme. Même si dans votre environnement, parce qu'après, dans l'environnement, même si les personnes autour de vous sont bienveillantes,
elles vont avoir peut-être envie que vous alliez un peu plus vite. Et là, ça sera à vous de vous imposer en leur disant, je prends le temps qu'il me faut pour faire cette rupture amoureuse. Je ne vais pas aller plus vite pour te faire plaisir. C'est important de poser le cadre aussi à l'environnement. C'est vrai que les amis parfois sont un peu poussifs et disent ah tu devrais rencontrer cette personne-là, mais enfin peut-être Et des années de relation, ça peut paraître c'est ça. parfois énorme en fait. Ouais, c'est ça il faut du temps. Après, je comprends l'environnement parce qu'en fait, l'environnement, si vous voulez, ils s'inquiètent pour vous, ils ont envie de vous voir sourire et plus vous voir pleurer. Donc, en fait, plus ça va vite, mieux c'est pour eux aussi. Mm. Mais aussi, il faut qu'ils se détachent de leurs propres peurs, inquiétudes pour vous comprendre vous. Et quand c'est pas le cas, c'est bien de poser les limites justement et vous avez le droit de prendre le temps que vous décidez pour avancer dans toutes vos étapes. Après, j'ai noté, tout à l'heure, j'en avais parlé de ça, accepter ses émotions, et c'est vrai que c'est vraiment la clé de tout, hein. Plus on arrive rapidement à accepter ses émotions, et plus ça sera rapide, effectivement, le deuil à faire. Par exemple, j'étais en train de penser, les enfants qui grandissent dans une famille où il n'a pas le droit de pleurer, parce qu'il faut pas pleurer, il faut pas montrer ses émotions désagréables. Quand il arrive à l'âge adulte, il a sa première rupture amoureuse, ça va être difficile pour lui de pleurer parce qu'il a cet Ouais. automatisme, cette fausse croyance limitante qu'il ne faut pas pleurer. Donc, du coup, là, il y a un travail à faire. C'est pour ça Mm. que si vous pouvez, si c'est possible pour vous financièrement, après, vous pouvez aussi aller voir un médecin psychiatre ou même un autre thérapeute et essayer de vous faire suivre par quelqu'un pour vous aider, justement, si vous avez un travail à faire pour accepter vos émotions. Quitte à aller voir aussi une sophrologue, hein. Il n'y a qu'une sophrologue, vous allez pouvoir lâcher vos émotions aussi. Elle va vous proposer des exercices de sophrologie, ça va vous faire du bien. Voilà, ça va vous amener aussi à avoir les larmes aux yeux, à pleurer petit à petit, et c'est vraiment bénéfique en fait, hein. En Ouais. fait, prendre soin de vous. Le prendre soin de soi est très important. Vous centrer sur vous pour aller Mm. mieux de plus en plus. Et ça, c'est vraiment important. Alors, après, j'avais noté, tout à l'heure, j'en avais parlé, le journal de bord pour noter vos émotions. Ça, si vous voulez, si par exemple, vous avez du mal à exprimer vos émotions dans votre environnement, le fait d'avoir un journal, au moins, ces émotions, vous allez les placer quelque part, vous allez les écrire. Et plus vous allez les écrire, après, dites-vous que c'est un challenge pour vous. Dans un premier temps, vous les écrivez et après, vous essayez d'en parler autour de vous. Et dites-vous que c'est pas parce que vous allez exprimer vos émotions désagréables que les gens vont plus vous aimer, moins vous aimer. Il y a pas d'association à faire là-dessus. Au contraire, si vous vous livrez à votre environnement va se sentir utile. Et il va être content justement d'entendre vos émotions parce que votre environnement veut vous aider. Donc c'est important de vous livrer à l'autre aussi. Et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement que tenir un journal tous les jours, ça améliore le bien-être. Voilà, tout à Donc, faut fait. Un pas s'en journal de priver. bord. Tout à fait. Faut pas s'en priver. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Dites-vous que, en fait, ce journal de bord, dites-vous que toute votre vie, effectivement, vous pouvez vous en servir pour noter des émotions, pour noter même des moments donnés où que vous progressez dans votre rupture amoureuse et que vous êtes passé à une autre étape, notez-le parce que vous allez voir vos progrès petit à petit. Donc ça va vous permettre de stimuler votre estime de vous et votre confiance en vous. Par exemple, pour une personne qui a une histoire d'amour avec un manipulateur, un pervers, du coup, là, la personne était dans la dépendance, donc c'est encore plus difficile. Donc, l'estime de soi est encore plus faible. Donc, d'avoir un cahier et de noter des feedbacks positifs, ça fait toujours du bien. Donc, ça aussi, noter les émotions, les feedbacks positifs, même si votre environnement vous fait des compliments par rapport à votre évolution, notez tout ça sur le cahier. Vous datez, vous notez, ça va vous faire du bien. C'est vraiment très bénéfique. D'accord. D'ailleurs, on a une personne, utilisateur, qui nous Oui. demande que faut-il écrire dans le journal. Toute notre rage. Oui, voilà, quand vous êtes dans la période de la colère, justement, écrivez tout. Alors après, voilà, moi, la question que je vous conseille de vous poser, admettons que vous avez plein de colère envers l'être aimé qui vous a quitté, vous déchargez tout sur votre cahier. Après, vous relisez tout ce que vous avez écrit et après, vous vous posez cette question. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire pour me délivrer encore plus de cette colère? Parce que si vous voulez, il y a des ruptures amoureuses où des fois, il y a des non-dits. C'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure, je donnais l'exemple, la rupture qui se passe du jour au lendemain. Vous n'avez même pas le temps de dire quoi que ce soit, l'être aimé, il vous quitte du jour au lendemain. Voilà, ça manque de mots, en fait. Vous pouvez pas vous exprimer. Donc, quand vous êtes dans la période de la colère, pourquoi pas vous dire, tiens, je vais essayer d'écrire, de faire comme si j'allais lui donner une lettre. Après, vous décidez vous-même si vous la lui donnez ou pas, la personne. Et là, vous déchargez toute cette colère sur la lettre, en désignant l'être aimé qui vous a quitté. Ça va vous faire du bien. Puis après, vous décidez de lui envoyer soit par mail, soit vous lui donnez en main propre ou par personne interposée. Ou bien, et après, il y a des personnes qui n'éprouvent même plus le besoin de donner la lettre. Ils vont la brûler d'une manière symbolique et ça va permettre de passer à autre chose. Et ça, D'accord. c'est important
C'est important, j'avais noté dans la dernière question, mais c'est vrai que souvent il y a des non-dits et c'est important de pouvoir, à travers une lettre, écrire justement toutes les choses que la personne n'a pas pu entendre et après vous lui donnez ou pas, vous décidez qu'est-ce que vous allez faire de cette lettre. C'est vraiment thérapeutique, ça aussi. Après, oui, alors comment faire? Là, j'avais noté effectivement, c'est important, mais l'environnement bienveillant. Essayez là à ce moment-là, donner vraiment de vous entourer des personnes. Parce que si par exemple dans votre environnement il y a des personnes qui sont pas spécialement en forme, quand vous vous centrez sur vous pour aller de mieux en mieux, il vaut mieux peut-être éviter pendant quelques temps les personnes qui ont pas trop le moral. Il vaut mieux avoir des personnes qui soient positives. Ouais. C'est vrai, ça c'est sûr que c'est dans toute finalement même encore aujourd'hui on voit cette situation est encore plus vraie. Voilà, donc mais essayez de vous dire je suis égoïste, je le vis bien, mais vous avez le droit d'être égoïste comme tout le monde, d'être centré sur vous. Vous voulez aller mieux, donc si vous voulez aller mieux, c'est que vous vous sentez mal. Si vous vous sentez mal, c'est que vous êtes en souffrance. Donc dans tous les cas, dites-vous que si vous êtes en souffrance, vous n'allez pas pouvoir aider les autres, ça sera difficile. Donc autant vous entourer des personnes qui ont la pêche. C'est mieux pendant quelques temps. Puis après, quand vous allez aller mieux petit à petit, vous allez pouvoir contacter les autres personnes. Après, l'essentiel, c'est de tenir au courant dans votre environnement les personnes que pendant quelque temps vous préférez éviter de voir, en disant par exemple si vous voulez pas les avoir au téléphone, vous leur envoyez un message ou un mail en leur disant que voilà pour le moment où voilà vous sortez d'une rupture où vous sentez pas d'écouter la personne mais que vous pensez à elle et vous lui envoyez plein de courage, au moins vous donnez des nouvelles, vous restez pas dans le silence. Alors après oui, par rapport aux émotions, j'avais dit tout à l'heure, c'est important de pas les refouler et plus vous allez justement faire face à vos propres émotions, puis dites-vous sur du long terme que tout ce travail que vous faites, ça va vous servir pour toute votre vie. Parce que si vous n'avez pas l'habitude de travailler sur vos émotions, du coup, par la suite, tout ce que vous allez vivre de bien ou de mal, vous allez plus facilement savoir gérer vos émotions, les accepter, les apprivoiser. Ça sera que du bonheur, en fait, pour vous, si vous voulez. Essayez de voir de cette façon-là, en fait. Ça, c'est dur pour le moment, mais ça ira de mieux en mieux. Avec le temps. D'ailleurs, oui. Une personne a rebondi, elle reste encore sur le carnet, le journal le plaît beaucoup là. Elle demande s'il faut garder le carnet et le relire. Est-ce que finalement le relire ça libère plus ou est-ce que c'est plutôt négatif de relire? Alors ça c'est vraiment propre à chaque personne. Moi en tout cas les personnes qui ont le cahier, il y en a à un moment donné qui vont le lire du début jusqu'à la fin concernant la rupture amoureuse et après qui vont brûler, qui vont le jeter, le déchirer. Il y en a d'autres qui veulent le garder pour ne pas oublier que si jamais un jour il arrive de nouveau qu'il y ait une autre perte, de refaire un autre cahier. Ne pas oublier que cet outil thérapeutique est utile. Chacun fait à sa façon en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode là-dessus. Vous verrez à ce moment-là donné, quand vous serez à la fin du cahier, qu'est-ce que vous allez en faire. Vous allez avoir envie de le relire ou pas, relisez-le. Vous préférez le garder de côté, le relire 3 mois après, refaites-le. C'est vous qui décidez. D'accord. Merci Anne-France pour tous ces conseils. D'ailleurs, est-ce que tu as d'autres conseils pour surmonter une rupture amoureuse? Non, là, j'ai tout dit, ce que j'avais noté. D'accord, ok. Donc on en reste là. On va passer maintenant aux questions des utilisateurs. J'ai vu qu'il y en avait énormément. Donc à voir s'il y en a qui sont redondantes ou s'il y en a plutôt des nouvelles. Donc j'imagine qu'elle est liée à la rupture. Bonjour, comment savoir si je m'aime suffisamment? Ça c'est une bonne question. Ça, comment savoir si je m'aime suffisamment? Alors en lien avec la rupture, j'essaie de voir le lien avec la rupture amoureuse. Comment savoir si je m'aime suffisamment? Alors, déjà pour avoir une idée, de temps en temps vous proposez justement sur psychologue.net voir un peu pour voir ce que ça donne l'échelle de l'estime de vous-même pour savoir où vous en êtes. Ça va vous donner un indice sur ce que vous avez comme estime de vous-même. Comme on l'explique souvent, plus on a une bonne estime de soi, plus on a confiance en soi. Et dans la confiance en soi, en ses capacités, il y a l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Et en fait, si vous m'entendez, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer au travers de toutes ses facettes identitaires. Et là, par exemple, spontanément, de votre côté, chez vous, si je vous dis sur une échelle de 1 à 10, vous vous aimez comment de cet amour inconditionnel? Mettez un chiffre spontanément, ça va vous donner déjà un indice. Et après, l'échelle de l'estime de soi, après on vous l'envoie, vous nous envoyez un message privé, on vous l'envoie, ça vous donnera une idée effectivement de où vous en êtes. D'accord, super. Merci Anne-France. Alors, on va voir une autre question. Alors, comment surmonter le sentiment de solitude? Alors, j'imagine que ça survient justement après la rupture.
Là, c'est vrai que ça me fait penser à ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de, si la personne, à un moment donné, elle est trop dans sa bulle de protection, elle sort de moins en moins, c'est sûr que la solitude, elle sera de plus en plus présente et source de souffrance aussi. Donc là, c'est être dans l'action et le prendre sur soi et commencer à recontacter les personnes qui vous ont contacté, que vous avez mis de côté le temps de la rupture pour justement vous ouvrir de nouveau aux autres. Donc sortir de cette solitude-là, c'est vrai que si vous voulez, les personnes qui rentrent dans cette bulle de protection, à un moment donné, bah, ça devient leur propre zone de confort, cette bulle de protection. Donc en fait, pour le cerveau, sortir de cette bulle, c'est une source de danger, alors que c'est pas du tout une source de danger. Mais comme pendant quelque temps, si par exemple la personne est restée 6 mois dans sa bulle, Oui, c'est comme ne serait-ce que sortir pour aller faire les courses ou autre chose. C'est quelque chose qui ça fait paraît sortir de énorme. sa zone de confort. Ça paraît énorme. Donc le tout, c'est de vous dire que plus vous allez être dans l'action, plus vous allez sortir de cette zone de confort, de votre bulle de protection, moins vous allez souffrir de solitude, de ce sentiment de solitude. D'accord. Donc essayez de voir ça comme sans vous mettre, il faut que je sorte parce qu'il faut, c'est une source de pression. Dites-vous, aujourd'hui mon challenge, je vous dis n'importe quoi, mais aujourd'hui mon challenge, ça sera d'aller au magasin, aller faire 2, 3 courses. Demain mon challenge, ça sera de passer un coup de téléphone à mon ami que j'ai pas appelé depuis 6 mois. Donnez-vous des petits challenges tous les jours. Et quand vous réussissez les challenges, vous le notez sur votre journal de bord, votre cahier de bord. C'est pas mal ça. Comme ça, vous allez voir vos progrès petit à petit. Chaque jour, D'accord. posez-vous la question, le matin, avant ou après le café, quand vous voulez, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour sortir de ma solitude? Ça, c'est pas mal, ça aussi. D'accord. Merci Anne-France. J'avais vu une question en ligne. Pam. Alors, je veux me faire diagnostiquer, mais les psychologues que j'ai vus ne m'ont pas aidé et ils sont contre les psychiatres. Que devrais-je faire? Diagnostiquer par rapport à quoi? Par rapport, Alors, j'imagine que, alors là, ça me paraît très bizarre. Non. Alors, à voir si la personne justement peut nous expliquer un peu plus. avant que je réponde. Tout à fait. Alors, on va avoir une autre question en attendant. Alors, oula. Alors, très particulière aussi, mais intéressante. Comment ne plus rien attendre de l'autre? Alors là, on va imaginer que c'est une rupture amoureuse et que la personne, elle a été quittée. Et peut-être c'est vrai que la personne, quand elle est quittée, elle a l'espoir que l'autre change d'avis finalement, qu'elle revienne au bout d'une semaine, 2 semaines. Puis les semaines passent à un moment donné, donc il y a cette forme d'attente en fait, Hmm. l'espérance d'eux. Et à un moment donné, bah, normalement, plus les semaines passent, si vous n'avez pas de nouvelles, après, c'est vrai que là-dessus, moi, je serais plutôt à dire, peut-être pas changer de numéro de téléphone, mais bloquer pendant un certain temps, parce que si vous voulez, les personnes qui sont dans l'attente, elles ont tendance, pour se faire Ah, encore malheureusement plus de mal, oui. de regarder sur le réseau, de voir les photos. Admettons là, si l'homme il a refait sa vie du jour au lendemain avec quelqu'un d'autre, il va tout partager sur le réseau. Donc la personne qui est quittée, elle va voir tout ça, va se faire encore plus de mal. Donc moi, ce que je conseille souvent, c'est pendant quelque temps, essayer de bloquer l'ex pendant quelque temps sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, pour vraiment se couper totalement. Et dites-vous après, ça aussi je voulais le dire du coup par rapport à l'attente. Oui. Admettons que la personne, elle vous quitte et au bout de 2 semaines finalement ou un mois, voire durant l'été. Des fois, ça arrive durant l'été, les couples se séparent et après, il y en a un des deux qui revient à la fin de l'été. Bon, ben voilà, l'hiver arrive, l'automne, et mais pourquoi pas ensemble voilà. Alors moi, je suis pas contre. Hein. Si ça se passe bien entre vous, je suis pas contre. Au contraire. Après, quand la personne elle fait ça, avant de vous remettre avec, voilà, essayez de quand même de questionner la personne pour pas que vous soyez au bout d'un mois de nouveau dans une autre rupture. Parce qu'une personne qui vous quitte une première fois, elle vous quittera de nouveau. J'ai D'accord. eu ce cas de figure dans mes patients et quand c'est arrivé, bah du coup, ça veut dire que la personne qui est en train de faire son deuil, l'autre revient, l'ex revient, donc de nouveau, ça va bien pendant 3 mois et après, paf, Ouais. il y a une... Donc le deuil est encore plus difficile à faire. Donc si jamais la personne elle revient, voilà, dresser une liste de questions, quitte à la voir pendant quelque temps sans ressortir avec, avant de voilà de vous replonger dans cette relation amoureuse. Parce qu'il y a une première rupture, maintenant ça peut arriver, mais c'est très rare. Hmm. D'accord. Alors, j'en ai vu une autre intéressante. Alors, peut-on enchaîner deux relations? C'est vrai que c'est un sujet Alors, qui revient souvent, la relation pansement. Beaucoup nient, hein. Alors, vas-y, allez, vas-y Anne-France, explique-nous. alors moi je pense que c'est mieux d'avoir une coupure pendant quelque temps avant de se jeter dans une autre relation. Parce qu'en fait, effectivement, l'autre va penser l'ancienne relation. Et souvent, ce qui arrive, c'est que la nouvelle relation, elle subit les conséquences de l'ancienne relation. Donc, c'est pas génial, en fait. Hmm.
Et il vaut mieux attendre, avoir bien élaboré votre deuil avant de vous remettre dans une relation. Maintenant, il y a des personnes, ce qu'elles font, elles ont des relations un peu plus légères. Voilà. Quand elles rencontrent des personnes, elles disent aux personnes, écoute, moi, je veux pas de relation sérieuse. On se voit de temps en temps. C'est un peu comme les premières histoires d'amour qu'on peut avoir quand on est ado. Voilà. C'est quelque chose de pas sérieux. Parce elles ont pas envie de s'engager. C'est vrai qu'il vaut mieux attendre un petit peu avant de s'engager pour justement, parce que, en fait, si vous faites pas un travail d'introspection sur vous, vous n'allez pas savoir ce que vous voulez pas. Donc peut-être que vous allez reproduire le même schéma amoureux et c'est pas une solution. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça, la personne qui a posé la question. Mhm. Alors, on va essayer d'en faire une autre. Je vois qu'il y a une personne qui demande qu'on lise sa question. Alors, oula, très longue, hein. Comment faire pour oublier son manque d'affection lorsque son compagnon est en fond dans son travail? Ah oui, mais là, c'est pas une rupture et qu'on ne le voit pas souvent. Bon, à voir Oui, si là, Anne-France, tu peux quand même nous aiguiller. bah, ouais, c'est vrai qu'il faudrait poser la question à votre compagnon pourquoi il est à fond dans son travail. Qu'est-ce qui, voilà, il y a une raison. Alors soit c'est quelque chose de temporaire et que après ça va redevenir à la normale. Mais si c'est quelque chose qui dure depuis quelque temps, voilà, c'est vrai que du coup vous devez vous sentir bien seul si c'est tout le temps il reste plusieurs heures de plus au travail. C'est vrai que ça se questionne en fait. Est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec lui pour voir un petit peu? Le mieux c'est de communiquer, de lui poser la question, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Parce que c'est sûr que bon ben vous devez être en manque de cette personne-là, ce qui est normal. D'accord. On va Voilà. faire une dernière question, du coup, vu que celle-ci n'était pas en rapport avec la rupture. Alors, comment savoir si on intériorise nos émotions suite à une rupture? Alors oui, c'est marqué entre parenthèses possible déni. C'est vrai que la personne qui est dans le déni, effectivement, elle intériorise ses émotions. Elle les met de côté, en fait. L'émotion, c'est un passage éclair dans le cerveau et c'est là où le déni peut durer longtemps, en tant que la personne, elle lâche pas prise, en fait. Et en fait, pour accepter ses émotions, il faut lâcher prise. Et souvent, ce qui arrive, tout à l'heure, je donnais l'exemple, c'est par exemple une personne qui travaille énormément. À un moment donné, elle craque, son cerveau craque parce qu'en fait, le corps est fatigué, le corps n'a pas fait la rupture, le mental n'a pas fait la rupture et le physique est fatigué par le travail. Donc, à un moment donné, on parle souvent des personnes qui craquent. C'est comme le burn-out. C'est vrai que le deuil, quand il arrive comme ça, la personne craque et c'est là où la personne se met en arrêt de maladie. Elle va travailler à fond et après, bon, elle réalise qu'effectivement, il faut qu'elle fasse ce travail sur elle-même et qu'elle accepte ses émotions, qu'elle arrête de les intérioriser. Effectivement, c'est en lien avec le déni, effectivement. D'accord. Et souvent, finalement, quand on intériorise nos émotions, on somatise là plus Tout à souvent. Il y a fait. des personnes qui sont quand même plus sujets à ça que d'autres, Tout à mais fait. Voilà. Après, c'est le corps qui parle. Après, il y a des personnes qui vont avoir plus mal à l'estomac, ou bien des migraines. Le corps parle, en fait, à un moment donné. En fait, le corps, si vous voulez, votre corps, c'est un signal d'alarme. Si vous exprimez pas vos émotions, vos ressentis, votre corps parle à votre place, en fait. Et à partir du moment où vous somatisez, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est qu'il y a quelque chose à exprimer. Donc c'est là il faut faire une pause et puis faire le point et lâcher prise et faire de la sophrologie, de la méditation, pourquoi pas, du sport, beaucoup de sport. Après c'est vrai que tout à l'heure, je crois que j'en ai parlé. Au niveau des activités, il y a des personnes aussi qui se lancent, par exemple, à faire une activité qu'elles n'ont jamais réalisée, que ce soit un instrument de musique ou bien faire du théâtre, du chant, pourquoi pas. Ça, c'est bien aussi de sortir un petit peu d'une zone de confort au niveau des activités et faire autre chose tout à aussi. fait. Tout à fait. Sortir un peu de sa bulle et Tout à fait. d'accord. Eh ben, merci Anne-France de nous avoir aussi bien conseillé pour ce direct qui était Ouais, je sur t'en comment prie. surmonter une rupture. Donc, je te remercie pour ta présence et d'avoir répondu Merci à toutes d'avoir ces questions. proposé. Bonne soirée à tout le monde. Merci Anne-France. À très vite. À très Une belle vite. soirée. Merci à toi aussi. Au revoir. Merci. Voilà, on était en direct avec Anne-France Huré pour ce direct donc, qui était sur comment surmonter une rupture. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à parler directement à Anne-France via son Instagram ou via son compte psychologue.net que je me ferai un plaisir de vous partager. N'hésitez pas à venir directement en privé. Je vous partage tous les différents liens que vous souhaitez. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain direct. Et puis, bon courage à tous en ces temps un peu particuliers. Restons positifs et une belle fin de soirée à tous. Au revoir.